Donc bonsoir, merci d'être là, merci à toi Liv d'être avec nous aussi ce soir. Euh, donc c'est le premier entretien de la saison. Voilà, donc juste avant de commencer, je voulais juste vous annoncer un peu le programme en espérant que il retiendra votre attention. Cette année, donc j'invite un peu, enfin je vous donne pas les dates, hein, voilà, mais les prochains invités seront donc Eric Tabouchi et Nelly Monnier, Arnaud Dezoteux, Stéphanie Cherpin et Josepha Njam. Donc voilà, 5 belles invitations pour cette année. Et on commence avec Liv, donc Liv Schulman. Rapidement, juste pour dire que voilà, ton travail touche à vraiment différents médiums. On va le voir aujourd'hui en images, donc l'écriture, le film, les textes, installation, sculpture, dessin, performance. Je fais un petit CV un peu voilà, rapide, hein. Je m'étends pas, mais voilà, tu as étudié à Cergy, tu t'es spécialisé dans l'écriture à Goldsmiths à Londres, et puis ensuite tu as fait ton post-diplôme à l'école des Beaux-Arts de Lyon. Et on voit vraiment très régulièrement ton travail en France, hein, encore en ce moment à Romainville, et très récemment aussi en Suisse, dans une ville qui m'est chère, à Bienne. Donc voilà, bravo, bravo Bienne. Aussi en Amérique du Sud, puisque voilà, notamment en Argentine, puisque tu es donc argentine, et tu es originaire de là-bas. Et donc tes films laissent une grande place à la parole, qui se déploie alors dans des monologues, des dialogues, et même je me suis dit ce terme, il faudrait l'inventer, le multilogue, parce que c'est souvent des communautés qui échangent et qui discutent. C'est rarement, enfin ça arrive, mais c'est aussi souvent des groupes de gens qui échangent entre eux. Et ces multilogues prennent donc pour sujet un peu des grands sujets comme l'économie, les rapports de genre, la psychanalyse, le colonialisme, l'érotisme, mais aussi tout un ensemble d'éléments plus matériels de la vie quotidienne, d'objets, de pratiques que tu cites en fait avec une très grande précision. Alors dans les derniers films, j'ai remarqué le retour des aubergines marinées, du kimchi qu'on fait soi-même, et du home brewing. Donc vraiment des manières comme ça de pointer vers des réalités du capitalisme avancé. Et puis les décors, les accessoires sont souvent bricolés et ils acquièrent en fait au bout d'un moment une forme d'autonomie sculpturale. Donc c'est vraiment cette galaxie complexe que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui avec toi, enfin ensemble, un peu entre les questionnements métaphysiques très avancés et puis des formes du quotidien dans lesquelles des éléments se répondent, se contredisent. Et c'est plutôt par l'approche matérielle que j'aimerais qu'on aborde ton travail. Donc vraiment, voilà, ces questions de forme du travail, de conditions matérielles du tournage, les modes de diffusion, et puis des questions liées plutôt à la production ou à l'économie de ton travail. Ça, c'est pour vous, en fait, c'est un peu le programme de l'entretien. Voilà. Alors peut-être pour entamer, après promis, je te laisse la parole, hein, c'est toi qui... C'est toi qui parles. Dans un entretien que tu as fait à l'occasion de la diffusion de ton film Persona au FIT cette année, donc un entretien avec Nicolas Féodorov, tu disais cette chose qui m'a vraiment intriguée. Tu parles de la nécessité de ne pas travailler en travaillant. Et j'aime bien cette phrase. Enfin, je l'ai comprise un peu comme évidemment un idéal, hein, puisque on peut pas toujours ne pas travailler en travaillant, mais aussi voilà un idéal de fluidité entre la vie quotidienne, le travail, la pratique artistique. Et donc pour commencer, j'aimerais qu'on discute ensemble des espaces dans lesquels tu travailles, de ton espace de travail ou tes espaces de travail, puisque tu es un peu entre deux espaces en ce moment. Oui, c'est vrai que c'est une phrase un peu controversiale parce que je suis pour le droit au travail, du travail, mais c'est vrai que moi, je pense que quand je dis ça, je pensais à l'idée de si l'art c'est le travail, enfin si je travaille d'être artiste, je ne veux pas savoir que je suis en train de travailler parce que ça me semble une idée, enfin parce que j'associe le travail à un horaire et un lieu pour aller travailler qui ne dépend pas de moi, dans lequel je subis un travail. Donc, j'avais pensé que c'était magnifique cette idée de pas prendre des vacances parce qu'en fait, si je prends des vacances, ça veut dire que j'ai travaillé. Donc, et du coup, je voudrais pas avoir travaillé, donc je voulais juste... comment? Du coup, tu ne prends pas de vacances. Ouais, non, du coup, je prends pas de vacances. Ce qui finit par être un peu déprimant aussi, mais
c'est une sorte de truc qui m'avait un peu affirmé au moment où faire de l'art n'était pas considéré comme un travail et que je voulais quand même faire de l'art. Donc, je me disais, bon, voilà, c'est le travail, mais c'est aussi la vie et c'est permanent. Et c'est vrai que pour moi, c'est important un peu d'être connecté avec, de ne pas l'arrêter en fait, de ne pas prendre des vacances de l'art ou de... Enfin, ouais, de ne pas penser en ces termes-là, quoi. Juste parce que j'aime bien que ça soit le lieu de vie, c'est aussi le lieu du travail. Enfin, en tout cas, moi, je vis dans l'atelier. Mhm. Et en ce moment, c'est un peu partagé parce que je vis aussi à la Villa Médicis à Rome. Donc, je suis censée faire la même chose là-bas, qui est vivre dans un lieu de travail. Et ou travailler à la maison. Oui, voilà. Ouais, donc du coup, le côté un peu fluide et un peu plus complexe, puisqu'évidemment, être entre deux espaces, c'est toujours un peu plus compliqué qu'être un endroit. Puis voilà, il faut s'installer dans un nouveau lieu. Il y a aussi cette question des deux continents, puisque tu es aussi beaucoup ici, mais aussi beaucoup en Argentine. Et là, c'est pareil, comment ça s'organise en fait enfin, j'imagine que ça a changé avec le Covid, évidemment, mais idéalement, comment ça s'organise d'être un peu là-bas et un peu ici Bah, en fait, j'ai toujours été un peu partagée parce que même avant le Covid, je faisais beaucoup de résidences. Et l'idée, c'est un peu de porter le travail ou la maison, qui est la même chose sur soi. Et quand j'étais quelque part, j'essayais d'organiser un système de compréhension de la ville et de l'art en même temps, quoi. Et que ça puisse vraiment s'infiltrer l'un dans l'autre. Et du coup, c'est pas une pratique d'atelier très fermée, en fait, du tout. C'est une pratique de connexion avec et d'observation aussi, d'observation, ouais. ouais. Mais après, c'est vrai que je fais beaucoup d'objets, que je fais beaucoup de pratiques d'atelier, mais c'est là et vraiment, ça peut se faire là où on vit, ou là dans le lit, ou en sortant un peu dans la rue. Donc, c'est un peu... et bon, voilà, par rapport au temps à Buenos Aires, c'est pareil. En fait, il est important d'avoir des lieux de référence où il y a des amis. Et si cela se produit plus ou moins, ça crée tout de suite un système, en fait. Oui. Ah non, c'est super beau l'idée que le travail est lié à la présence des amis, en fait. Ouais. Et que voilà, c'est deux éléments qui fonctionnent ensemble. Non, mais ça, c'est vraiment important parce que sinon... Parce qu'en fait, ce qui est permanent, c'est l'écriture. Donc, en fait, ça nécessite pas d'un lieu précis pour moi, en tout cas. Ou en tout cas, ça. Donc, si je peux l'amener et l'essayer avec des amis où on va se mettre à répéter des dialogues ou à essayer de choses. Et déjà, ça produit un peu un espace de travail immédiat. Donc, ça c'est le truc qui peut un peu circuler. Mais, pardon, mais disons, quand t'es pas en résidence ou en voyage, enfin, du coup, je sais pas si ça arrive de temps en temps, mais est-ce que tu as quand même une pratique, on va dire, une pratique d'atelier qui serait pas connectée à des projets? Je sais pas, dans ton atelier, tu te mets à écrire de telle heure à telle heure, ou par exemple ton rapport au dessin, parce que c'est vrai qu'il y a... Alors là, j'ai complètement oublié de vous montrer des images, mais je voulais quand même montrer... Enfin voilà, dans cette diversité de pratiques, on se dit qu'il y a quand même forcément... Enfin, je sais pas, quand tu fais ces sculptures, est-ce que c'est toujours, par exemple, par rapport à une exposition qui va avoir lieu, ou est-ce que tu es ce genre d'artiste qui aussi bricole des choses dans son atelier sans fin précise, sans objectif, juste pour tester des formes, trouver des choses, etc. Bah, les deux. Celle-là, c'est parce qu'il y avait une expo qui venait, donc voilà. ça c'est Paris Plus, donc une foire. Mais c'est vrai que j'écris un peu tous les jours et j'ai une sorte de ongoing texte que j'écris un peu en permanence. Et oui, je dessine et je fais des petites sculptures pas terribles à la maison. Et donc ce type d'écriture que tu pratiques au jour le jour, c'est vraiment de l'écriture pour le film, ou ça peut être des petites fictions, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des poèmes, ça peut être des dialogues comme ça. Et après, en fait, si je fais ça un peu, il y a des moments où ça aboutit quelque part, donc on peut le mettre dans un film. Et il y a des moments où ça va nulle part, c'est juste des post-it sur l'ordinateur, oui, des notes. D'accord. Oui. Ah ouais, c'est intéressant ça, parce que tu peux évidemment, avec ta méthode de travail, les réinjecter dans les films par la suite.
Ouais, mais ça crée comme une sorte de boîte à matériel que quand il y a un film où on s'est dit, bon voilà, maintenant on va faire ce projet-là, ou je veux faire telle chose, et qu'il y a des dialogues qui sont nécessaires, je peux l'ouvrir et je peux aller voir ce qu'il y a déjà d'écrit. Comme dans Persona, le personnage qui dit ses rêves comme ça au début, c'est parce que j'avais un dossier où j'avais écrit des rêves déjà. Donc, Je crois que c'est vrai qu'on le sent dans les films qui ont parfois cette dimension de collage dans la manière dont les récits ou les petits récits s'enchâssent les uns dans les autres. Et c'est vrai que plusieurs fois, je me suis dit, tiens, elle a dû avoir cette idée à un autre moment et ça apparaît dans le film. Enfin voilà, je crois que on le comprend bien dans les films. non, ça c'est vrai parce qu'il y a des trucs qui ont l'air un peu récupérés ou collés ou je sais pas quoi. Et c'est vrai que tout n'est pas dans la. Par exemple, dans celui-là, par exemple, il y a plein des textes qui avaient été écrits un peu avant. Il y a des textes qui ont été écrits sans but précis. Et après, il y a des choses qui ont été écrites spécialement pour lier le New tout. Inflation. Oui. Alors justement, par rapport à cette image et puis à la suivante, donc, qui sont deux images du film, un des films les plus récents, le film le plus récent d'ailleurs. Oui, c'est le dernier. Et oui, en fait, le dernier, c'est la série, c'est Brown Yellow White. Ah, c'est la saison 2, ouais, Mais alors oui, j'étais pas sûre. En tout cas, ça c'est quand même, voilà, c'est 2022. Donc The New Inflation, c'est un film que tu as fait aussi en résidence aux États-Unis. Et alors si on résume un petit peu enfin c'est toujours un exercice difficile, mais on peut dire que c'est une galerie de personnages qui sont réunis dans un espace et qui un peu parodie le monde du travail d'une certaine manière. Et alors c'est pour ça que je voulais montrer ces deux images et faire cette remarque. Alors tu parlais tout à l'heure enfin comment dire, considérer son travail d'artiste comme un travail et ce que ça implique. Et c'est vrai qu'il y a tout le temps enfin il y a très souvent dans ton travail une dérision par rapport au monde du travail. Donc là c'est évident, c'est le coin de la machine à café où on se raconte des trucs. Et entre parenthèses, je me suis dit que ça ferait une sculpture incroyable. Je crois que c'est des numéros d'Art Forum empilés avec une cafetière par-dessus et deux gobelets. Je me suis dit que c'était quand même une belle description du travail de l'art. Mais oui, donc là, il y a vraiment les formes un peu spatialisées du travail ou cette espèce de petit, je sais pas comment on pourrait décrire ça, mais le petit coin de l'open space, le petit coin privatif de l'open space, un peu cauchemardesque comme ça. Mais dans ce rapport au travail, qui est un peu l'idée du travail du tertiaire, du monde, voilà, la vie de bureau aussi, beaucoup. Malgré tout, tu n'épargnes pas non plus les artistes. Hein, tu réfléchis aussi beaucoup à ce que c'est que le travail des artistes. Et là, évidemment, il y a beaucoup d'autodérision. C'est-à-dire que c'est pas juste les gens qui travaillent qui sont l'objet de ton ironie, je sais pas, mais en tout cas de ton regard critique. Mais c'est aussi voilà, les artistes et toi en premier lieu. C'est-à-dire que tu te mets vraiment en scène. Et enfin voilà, je trouve ça assez. Enfin, je voulais juste faire cette remarque et te laisser peut-être réagir à ça, mais comme dans Brown, Yellow, White and Dead, où on verra la scène juste après, mais tu es une artiste qui n'arrive pas à écrire de script et tu te fais vraiment houspiller par tes producteurs et productrices. J'aime bien cette idée que le travail de l'art est pas traité comme de manière exceptionnelle, mais que tu le connectes en fait au reste de l'économie. Tout à fait, parce qu'en fait, pardon. Non, j'ai fini, je m'arrête. Non, parce qu'en fait, il y a ce double truc où c'est pas traité comme un truc qui fait partie de l'économie, vraiment parce que, non, c'est pas un travail, en même temps, c'est une injonction permanente à produire, à pas sortir de la scène, à essayer d'innover et de piocher, je sais pas quoi, à l'intérieur de soi-même, qui devrait être un refuge de la créativité inépuisable des formes et des idées qui devraient être un portrait critique du monde qui nous entoure en même temps qu'on essaye d'être plus ou moins situé, mais bon. Et c'est à ce moment-là que pour moi, c'est drôle, mais en même temps, c'est drôle parce que c'est tragique. Oui. Parce que c'est... Oui, il y a les pires travers du capitalisme. Mais en même temps, je trouve de dire que le travail artistique, c'est un travail, c'est quand même aussi très politique, parce que ça veut dire aussi qu'il y a des droits qui vont avec, une protection sociale, la possibilité d'une rémunération. Donc, c'est je trouve ça très important de réinsérer cette notion cette pratique de l'art dans la question du travail, quoi. Oui. Avec même toute l'ironie qui va avec et le tragique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, tout ça, c'est important, c'est nécessaire. C'est juste qu'il y a aussi un côté, en tout cas, dans ce que je fais, moi, je crois que la seule chose que je sais faire, c'est
utiliser le regard de ce que je vois, essayer de faire de l'humour parce que ça me semble, pour moi, une arme assez convaincante. Et parce que c'est un truc qui est pas très transcendantal. Au contraire, c'est plutôt un peu bas. Donc, ça permet de travailler avec, de mettre toutes les choses au même niveau et de voir comment elles se connectent, si elles sont toutes sur le même plan, les trucs un peu élevés et les aubergines marinées. Ça, c'était l'idée, en fait, quand j'ai fait ça. En fait, Bah dans les dialogues, on comprend bien cette espèce d'écartèlement entre voilà, les choses basses, voilà. Même physiquement, quoi. Il y a de la scatologie, il y a, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a du corps qui dégouline et tout ça. Et puis, il y a des grandes idées philosophiques qui se rencontrent. Peut-être, si tu es d'accord, on peut regarder un extrait. Alors, donc, c'est le tout premier épisode. Alors, c'est la saison 1, d'ailleurs. C'est pas la saison 2. Je me suis trompée dans le... Ah oui, ça, c'est la saison 1. Ouais, si j'ai fait une petite erreur. Ça dure 4 minutes, mais voilà, il y a 3 scènes qui s'enchaînent et j'aimerais bien qu'on les regarde ensemble. Être, ne pas être, telle est la question. Mourir, dormir, mourir, peut-être rêver. Oui, c'est l'obstacle. Mais il avait un frère avec qui il partageait tout. Les tasses, les cafés, les chaises, tout. Ils étaient comme des frères siamois. Et même ils étaient attachés par le cou. C'est un état de conscience proche de ce qu'on ressent dans l'utérus. Et un jour, un des frères est mort. Il est mort et l'autre était vivant. Et il a fallu les séparer et les détacher par le cou. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse mon CV, vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me rappeler, je suis assez disponible. Oh, qu'est-ce qui se passe? T'as dormi ici? T'as dormi ici? Ah ouais, pardon, excuse-moi. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, je peux pas rentrer chez moi. Petit déjeuner? Café? Tu vois, ça n'a pas de verre. C'est comme si on brisait le quatrième mur. L'écran du téléphone, je veux dire, n'a plus de verre. Et en n'ayant pas de verre, c'est comme si on brisait le quatrième mur. Tu comprends la métaphore? Allô? Allô? Y a quelqu'un? Y a personne? Tu ramènes le café? Liv, je voulais te parler parce que quand même, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, quoi?
Bon, cette semaine, je sais que je n'ai pas beaucoup écrit, mais en fait, tu vois, les idées, ça ne vient pas aussi facilement. Non, mais ça, je m'en fiche. Bah, c'est pas spontané. J'ai écrit une page quand mais même. Oui, mais ta page, elle est toute nulle. Enfin, c'est de la merde, quoi. Tu sais, j'ai un fils. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que t'as un fils? J'ai eu un fils il y a 10 ans. Liv, c'est n'importe quoi. Il est métaphorique, c'est un fils métaphorique. Non, c'est n'importe quoi cette histoire de fils. Moi, je crois en ton projet, je veux continuer à bosser avec toi, mais si tu travailles pas davantage, on va pas pouvoir continuer, tu le sais. Bon, ok, je suis pas de fils, mais je veux dire, l'argent, c'est pas de l'intuition et tout ça, quoi. Non, mais tu sais que la libido, elle est pas... Bon, moi, je m'en fiche. Elle est fluctuante. Moi, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est que tu travailles et que tu sortes un scénario. Sinon, on va devoir arrêter le projet, en fait. Ok. C'est une société de production, c'est pas... Non, oui, t'as raison, excuse-moi. Mais en fait, tu vois, c'est juste que c'est tellement difficile d'avoir à décider, quoi. C'est les premières minutes de la série, en fait, qu'on a regardé. Donc, je me suis vraiment trompée dans la légende. C'est pas 2022 et c'est la saison 1. C'est 2020, en fait. 2020. C'est en plein Covid. C'est ça. Et je sais pas, je pense que quand on voit une scène comme ça, ou le reste de tes films, on comprend vraiment instinctivement que le moment du tournage est un moment crucial, en fait, dans l'élaboration de tes œuvres, avec les acteurs, les actrices et tout ça. Et j'avais très envie qu'on revienne, en fait, sur cette question du temps du tournage, qui est vraiment performatif, enfin voilà, et qui est... Enfin, certains de tes films sont complètement performatifs. On parlait tout à l'heure de la disparition en français, qui est une performance au long cours où tu pars. Peut-être tu peux nous parler de ce film. Oui, ça c'est un des premiers films que j'ai fait. C'est un film où je pars à la frontière entre le Brésil, le Paraguay et l'Argentine avec $1,000, avec un prix de $1,000. Et je change l'argent dans toutes les monnaies qu'il y a là-bas. Et donc, je passe du real au guarani au pesos consécutivement en permanence jusqu'à ce que l'argent disparaît. Et quand j'ai plus d'argent, je rentre à la maison. Donc, c'est... Oui, d'ailleurs, ça se termine de manière un peu abrupte. Je crois que tu dis j'ai plus rien à dire, un truc comme ça. Enfin, à la fin, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien à dire et ça s'arrête, quoi. Oui. Parce que c'est puissant, en fait. Je perds aussi la capacité d'élaborer logiquement le discours avec moins d'argent et j'ai l'impression que je deviens un peu... je commence à dire un peu n'importe quoi. Oui, un petit peu. Du coup, c'est vrai que c'est la disparition de l'argent, du langage, des idées aussi. Donc là, c'est vrai que c'est comme une performance. C'est comme une performance qui serait filmée d'une certaine manière, on pourrait dire. Mais cette dimension performative, elle est de toute façon hyper présente dans le reste de tes films. Et voilà, j'aimerais savoir si tu pouvais nous décrire tes méthodes de tournage, ta direction d'acteur, tout ce qui... Oui. Voilà, comment tu travailles, avec quoi tu arrives aussi. Ça, j'ai trouvé il y a des storyboards. Je me suis dit que c'était bien de voir ça aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de storyboards et tout, que c'est très écrit, mais en fait, ça c'est important parce que pour moi, le tournage, maintenant ça va peut-être un peu changer avec des nouvelles idées, mais jusqu'à maintenant, le tournage était un moment de performance en fait. C'est un moment où on a répété comme au théâtre, où tout est prêt un peu pour jouer, comme si c'était une sorte de représentation théâtrale divisée en parties. Et j'essaye de le vivre comme ça. C'est vraiment crucial un peu de l'écriture du film parce que c'est là que ça se passe en fait. C'est pas tellement ni après, ni... C'est beaucoup avant. Et au moment du tournage, tout le monde s'active. Et c'est vrai que j'essaie de pousser quelque chose de performatif dans la réalité. Enfin, de ce qu'il y a de réel en nous. Et ce qui est déjà proposé par l'environnement. Et dans le film qu'on vient de voir, par exemple, dans Brown, Yellow, White and Dead, donc moi, je joue l'artiste et mes producteurs jouent mes producteurs. Et l'acteur au chômage, en fait, c'est un commissaire d'expo. Mais quelque part... Oui, ça marche. Ouais. Quelque chose, oui. Mais est-ce que, par exemple, ça veut dire que tu fais qu'une seule prise ou... Non, je fais plusieurs prises, mais je sais pas, le tournage, il est performatif parce que c'est intense, parce que ça se passe en assez peu de jours, parce qu'au moment là où on connaît déjà ce qui va se passer, plus ou moins on l'a répété, mais on l'active en fait. Et il n'y a pas de... Et en même temps, ça s'active dans un environnement relativement théâtral, comme si on fait un tournage ici maintenant, d'ailleurs c'est le cas, on activerait, tout ça serait des props, c'est des accessoires et des éléments du théâtre en fait. Et
comme je travaille avec des acteurs amateurs et professionnels en même temps, Oui. parce que j'essaye vraiment de trouver quelque chose d'un peu d'une caractéristique et réelle dans une personne. Non, enfin quelque chose qui fait chaque personne. Donc tu pousses dans la direction d'acteur, tu pousses vers Voilà. chacun qui joue son propre, enfin pas forcément son propre rôle, mais là où il est le plus spécifique. Spécifique, voilà, ouais. c'est ça. Oui, tout le monde a un caractère spécifique que quelqu'un fait, donc j'essaie de le prendre, d'essayer de le pousser un peu plus, d'aller le plus loin possible avec un commentaire ou une manière d'être d'une personne. Et après, bon, quand tu es des acteurs professionnels, ils sont là un peu pour tempérer le film. Et est-ce qu'il arrive que par exemple tu réécrives j'aime pas dire les dialogues parce que c'est pas toujours des dialogues, mais avec les acteurs, tu peux les modifier aussi avec leurs propositions, etc. C'est pas... Oui, bien sûr, mais c'est pour ça qu'on fait beaucoup de répétitions. Ouais, dans les répétitions, d'accord. Oui, et que dans les répétitions, on commence à le former, à le construire. Mais je suis pas quelqu'un qui va arriver quelque part sans savoir répéter et essayer de voir tellement ce qui se passe sur le moment, mais plus dans la relation qu'on va construire avant, en fait. Et là, on en revient un petit peu aux questions justement de amitié. Et on voit, c'est parce qu'on est des amis. Voilà, ça Oui. se voit aussi à l'écran, je trouve, qu'il y a des relations amicales en fait entre les personnages, quoi. Et quand tu parles en fait de cette manière de pousser ce qu'il y a le réel dans la performance et tout ça, du coup, quelle est la part de fiction? Parce qu'il y a dans les films, il y a souvent des micro-fictions qui sont comme insérées, mais finalement, la fiction, c'est pas quelque chose qui t'intéresse plus que ça, quoi. Ou alors... C'est vrai. Ouais. Moi, je suis intéressée par la fiction racontée. Il y a des micro-fictions qui s'insèrent tout le temps dans les scènes et dans les films. Mais c'est vrai que moi, je suis plus intéressée par cette intersection bizarre entre la réalité et ce que tu peux faire avec en jouant, et les jeux peut-être, et une partie des fictions. Mais jamais été vraiment intéressée par une fiction complète ou par l'idée des vraies fictions totales. Ouais, ça, c'est vrai que c'est pas du tout... je sais pas pourquoi, parce que je pense que la réalité est très riche, en fait. Il y a un binôme comme ça un peu... un peu tendu, c'est que j'ai jamais eu vraiment envie de filmer des fictions. Et est-ce que tu as eu envie de filmer, de faire du documentaire au sens pur et dur? Oui. Et ça, t'en as pas fait? J'en ai pas vraiment fait. Non. Non. Parce que là, du coup, c'est vrai que ce serait complètement... l'idée de pousser... Enfin, voilà, il y a beaucoup de documentaristes qui ont aussi beaucoup commenté cette idée qu'on est tous en train de jouer des rôles et qu'en fait, le rôle du documentariste, c'est que de l'enregistrer, quoi, d'une certaine manière. Donc, oui, bien sûr. Peut-être pour la suite, un documentaire. Peut-être. Et tu m'expliquais la semaine... tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure que finalement, tu t'essayais d'inventer d'autres manières un peu de travailler. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur ce... Là, je vais essayer de filmer plus dans une permanence des tournages dans la rue, mais de filmer progressivement un petit peu, après un petit peu, enfin de faire successifs tournages en fonction en fonction des tournages précédents. Donc, je vais essayer d'en faire un et de réécrire et de recontinuer. En retournant toujours au même endroit? Dans d'autres endroits. Ah, ok. Mais en circulant dans la ville de Rome. C'est le projet, en fait. C'est le projet de Rome. C'est le projet. Mais idéalement, j'aimerais bien ne pas tout concentrer dans genre une semaine de tournage, mais essayer de voir ce qui se passe, si c'est progressif et que j'inclus le montage à l'intérieur du processus. Ah ouais. Donc, d'aller tourner, d'aller monter et d'aller retourner en changeant des choses par rapport au montage. Ah oui, donc là, c'est vraiment beaucoup plus expérimental aussi dans la méthode. Ouais, je vais quand même essayer de storyboarder quand même, mais là aussi, la méthode avant, pour moi, elle était expérimentale parce que je connaissais pas comment ça allait réagir par rapport aux conditions qui étaient très rudes, en fait. Enfin, assez extrêmes parce qu'on tournait, par exemple, chez moi, sans dormir. Ce qu'on a vu là, c'est tourné chez toi, par exemple. Ça, c'est chez moi. Ouais, d'accord. Donc c'est... Quand on parle de fluidité entre l'espace de vie et l'espace de travail, on est en plein dedans là. Et ça, c'était une période intéressante parce que c'était un moment où on faisait rien, en fait, parce que c'était le Covid. Et on était tout le temps à l'intérieur. Et même quand on a déguisé l'espace en set de tournage,
Je crois qu'on l'avait habillé un mois avant le tournage. Et après, j'ai vécu à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je pense qu'on croyait c'est préparé un peu plus tôt, mais vraiment assez tôt. Et ça me semblait un truc un peu utérin ou mélangé ou bizarre de continuité, de plus savoir en fait quel est l'espace domestique. Et c'est plutôt ça qui s'efface en fait dans la vie. Oui. Mais c'est aussi drôle parce que ça veut dire que peut-être aussi le confinement t'est apparu comme étant un moment performatif. Ouais, aussi. Ouais. Et je me disais, après c'est pareil, un peu comme une remarque, mais comment tu gères cette tension entre une écriture justement qui est très solitaire et qui est extrêmement précise dans évidemment les fictions que tu y mets, mais aussi les situations que tu décris, et justement ce désir de travailler collectivement, parce qu'il y a des moments où ça clash, enfin comment ça se passe Non, moi j'aime bien être avec des gens, juste j'aime bien qu'il y ait deux étapes à un même projet assez vital, quoi, qui est l'écriture solitaire permet d'être précis parce que tu as le temps et tu regardes bien le texte et voilà, et après on le met en scène et on l'essaye et on le modifie aussi, on le modifie collectivement. Oui, c'est ça en fait. Oui. Donc c'est que comme il y a des modifications, tu t'accroches pas, disons, à des choses que tu aurais écrites et qui bougeraient plus. Non, d'accord. Non, ça bouge, tant mieux, mais... Et quand à un moment donné, on a fait un projet pour une expo au Crac Alsace, avec Visage Production aussi, et on a fait un voyage dans les paradis fiscaux européens. Et donc, on voyageait et tout, et à ce moment-là, j'avais écrit des textes pour jouer le lendemain. Ah oui, un peu en flux tendu. Ouais. Et ça m'avait plu, par exemple. Donc ça, oui, c'est intéressant. Oui. Parce que tu peux réagir dans l'écriture à la situation et en même temps... Oui, parce que je ne connaissais pas non plus ces pays-là avant. Donc l'idée, c'était d'aller voir, de regarder un peu les subjectivités dominantes et d'essayer de réagir un peu d'écrire des dialogues pour les acteurs qui étaient... Donc ça, c'est Europa, le film. C'est Europa. Ouais. Alors, peut-être... Oui, je voulais qu'on regarde aussi cet extrait et qu'on parle un petit peu du format de la série aussi, puisque c'est un format qui est très important dans ton travail. Donc là, je ne me suis pas trompée, le premier épisode de la saison 3 de Contrôle. On va y revenir dans 2 secondes. Yo digo que no toleraré a ninguna prostituta greco-romana, ni ninguna fantasía colonial, ni ninguna Salma Hayek de la antigüedad vendrá a imponerme ninguna verdad imperialista. No soportaré ningún síndrome postraumático ni permitiré que los oficinistas desarrollen un síntoma de comprensión del call center. No permitiré que ningún hombre de la caverna proporcione sogas para que los oficinistas se cuelguen. Ni toleraré el avance de los call centers por sobre los aportes financieros de nuestros directores. Un modelo dinámico. Las necesidades del modelo son: no hay como darle soga para ver que... C'est une série, c'est ta première série en fait. Oui. La première, en toi, le premier film que tu écris sous forme de série, on pourrait dire, et que tu commences en 2011. Alors, je n'ai pas comptabilisé le nombre d'épisodes, peut-être que tu sais, mais en tout cas, on peut dire que c'est un principe, c'est toujours le même principe, qui est... peut-être je te laisse décrire si tu veux bien le... Il y a 21 épisodes et 3 saisons. 3 saisons. Et c'est le principe, c'est un détective donc qui est joué par un acteur, une actrice qui porte un trench coat en fait. Et en fait, c'est ça qui le rend un détective, parce que sinon, c'est une personne, un ami, enfin, c'est différentes personnes que je connaissais, et qui marche dans une ville et qui parle à la caméra. Et en parlant à la caméra, essaie de mettre en relation différents éléments qui ne sont pas nécessairement liés dans la vie. Enfin, de faire de nouvelles relations de sens, en fait. C'est ça qu'il fait. Donc, il construit une thèse et après, la thèse descend
Et après, il reconstruit une autre thèse. Et c'est vrai que chaque épisode a sa thèse, en fait, ou traite d'une thématique un peu spécifique, on va dire. Avec, moi, je trouve, à la fois très sérieux et très drôle, parce qu'on voit ces personnages qui est toujours le même et toujours différent aussi. Et c'est vrai que d'un épisode à l'autre, c'est... en fait, ce qui est étonnant, c'est que ça marche. C'est quand même le même personnage, même si c'est pas le même acteur ou la même actrice. Et... À cause de l'uniforme. Bah oui. Et du fait que chaque épisode est une thèse, en fait. Mais c'est une manière de réfléchir. Je ne sais pas, en fait, je n'ai pas les clés vraiment de cette manière de... Pour moi, le format de la série me permettait de faire de la continuité, en fait, d'utiliser une sorte de piste pour réfléchir. Ce sont des manières de penser avec une ville ou de penser avec une matière et d'établir des relations de sens que moi, je voyais et que je voulais communiquer, en fait. Et juste, je me posais la question parce que c'est vrai que ce format de la série, il est extrêmement utilisé par les artistes aujourd'hui, mais pour des raisons très différentes qui vont de... en fait, une économie de travail, comme ce que tu viens de dire, c'est-à-dire c'est aussi une manière d'explorer un endroit, c'est une manière de continuer à écrire. Mais il y a aussi cette question de la diffusion et de l'envie de toucher un public plus large. Et je pense que c'est vrai que c'est pas un travail... ton travail, on l'imagine pas non plus sur Netflix ou sur une plateforme de grande diffusion. C'est pas forcément le genre de... c'est pas... Ouais, c'est pas aussi accessible, disons, que des productions Netflix dans ce que ça développe. Mais je me demande si tu avais quand même un intérêt ou un appétit pour des formes pop, malgré tout. Je peux pas m'empêcher de penser quand même que ce format, il touche aussi un petit peu à ça, quoi. Je suis pas spécialement très intéressée par toucher plus de monde. Non, c'est pas vraiment, mais en fait, c'est ça qui me touche à moi parce que j'étais vraiment élevée par la télévision. Donc, ça me semblait le format le plus normal que je pouvais connaître. Donc, c'est la série version télévision, c'est pas la série version plateforme de diffusion Non, parce que j'ai 37 ans et que malheureusement, j'ai regardé énormément des sitcoms et des séries, des telenovelas aussi, des choses qui s'est passées en permanence. Donc, en fait, pour moi, c'est un peu dans la continuité que ça se passe. À l'époque, quand j'ai commencé Contrôle, je m'intéressais vraiment à l'idée de quantité et pouvoir aussi, pas faire le bijou merveilleux, mais la télévision, en fait, c'est aussi, la radio a la même chose. C'est un flow. C'est un flux, oui. Donc, ça, c'est trop beau. Ça, c'est une grille de programmation et c'est super riche, quoi. Donc, ça continue. Et j'avais fait beaucoup de radio aussi à un moment donné, avant. Ouais, ça, je savais pas. Ouais. Oui, j'avais une émission. Et... c'était quoi? J'avais 2 émissions. Une émission qui s'appelait Muestras Invisibles, donc des expos invisibles qu'on inventait. Et donc, on racontait en faisant une sorte de tour comme ça. Et une émission qui s'appelait Judaïsme et décision. C'était une blague. Mais bon, c'était pas vraiment sur le judaïsme ni sur les décisions, mais ça parlait un peu de n'importe quoi, en fait, de la philosophie et des trucs qui me semblent un peu chouilles. En Argentine. En Argentine. Ouais. Ça, c'était quand, en fait? En 2010? Non, 12. 2012. Donc, tu as quand même expérimenté des systèmes ou des réseaux de diffusion qui sont plus larges, quoi. Tu me disais que tu avais justement montré Contrôle sur TV Bretagne ou TV Rennes, je crois. Ouais. Et ça, c'était dans le cadre de la Biennale, donc c'était vraiment sympa de leur part. Ils ont passé Contrôle. Et j'ai aussi montré Contrôle dans une chaîne de câbles argentine après minuit. Ouais, d'ailleurs, c'est beau parce que tu m'as dit l'autre jour quand on discutait que pour toi, la télévision était aussi un espace de liberté. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'envisage plus tellement... moi, mon premier réflexe, ça a été plutôt de me dire, voilà, diffusion de masse, on touche un public super large. Et en fait, toi, c'est ton histoire, c'est pas ça. C'est plutôt les choses qui passent hyper tard la nuit et où, enfin, on peut montrer ce qu'on veut à la télévision et avec une grande liberté. Ouais, tout le monde s'en fout, mais ça, c'est... Il n'y a pas grand monde qui regarde, mais voilà, c'est...
C'est libre. Mais la radio aussi. Oui, bah oui. Ouais. Il y a un truc qui passe à 4 heures du matin. Enfin, c'est des formes expérimentales de diffusion. Et pour moi, c'est intéressant. Mais même en France, en fait, je pense que partout, un peu la télé des plateaux était un truc un peu n'importe quoi, assez libre, comme Téléchat, par exemple. Dans les années 80, ouais. Après, ça s'est vraiment durci. Après, ça s'est vraiment durci, ouais. Et après, c'est vraiment une plateforme des véhicules politiques, d'idées politiques affreuses. Mais dans cet héritage comme ça, dans la télévision des câbles, par exemple, c'est un truc spécifique avec lequel j'ai grandi. Et il y avait beaucoup d'espaces comme ça où, je sais pas, il y avait 15 minutes pour qu'un écrivain comme Laïseka lise des nouvelles, par exemple. Ça, j'adorais cette chose, oui. Et est-ce que il y a certaines choses, certains de tes films sont en ligne, mais il n'y a pas évidemment, il y a évidemment pas tout. Contrôle, on peut les trouver, on peut les regarder facilement, mais est-ce que ça c'est une question qui t'intéresse en fait aussi de... Alors évidemment, il y a des questions économiques, on peut pas balancer quand on fait des films, tous ces films en ligne, parce qu'évidemment. Après, c'est plus difficile de les vendre, mais est-ce que cette espèce de liberté qui est le net, justement, peut t'intéresser ou t'as intéressé, ou c'est des choses qui... Ça m'intéresse. En fait, ça m'intéressait. Au début, tout était en ligne. Sauf qu'après, je me suis rendu compte que je voulais aussi... qu'il fallait que j'arrête de faire ça. Mais Contrôle, c'était pour YouTube. C'était même pas... je l'avais vraiment fait pour le mettre sur YouTube. Bah, il est toujours sur YouTube. Ouais. On peut tout regarder, ça c'est vraiment assez super, quoi. Et alors je me demandais, parce qu'évidemment, tu peux montrer tes films dans des... Enfin, tu as montré d'ailleurs tes films dans des... Je dis toujours tes films, mais parfois c'est les épisodes et parfois c'est les vidéos. Tu les montres dans des contextes très différents. Par exemple, Persona, un de tes derniers films a été montré au FID, mais aussi dans des expositions ou en ligne. Et j'avais envie de te poser la question de la question de la longueur et du rapport au spectateur, puisque si on met tous les épisodes bout à bout, souvent on atteint des longueurs qui sont celles d'un long métrage, 1 heure, 1h30. Alors ma question c'est, est-ce que pour toi la fragmentation des récits à l'intérieur des films fait qu'on peut les regarder en les prenant en plein milieu, etc. Pour toi c'est un mode de réception possible de ton travail, ou tu tiens vraiment à ce que les gens les regardent du début à l'autre, et dans ce cas-là, quelle solution tu mets en place pour que ce soit possible? Ouais, non, ça dépend du projet en fait. Dépend, ouais. Et, par exemple, là, ce qu'on est en train de voir, justement, c'était Le Gouvernement. C'est un film tout éclaté, donc il y a 6 épisodes et on peut le regarder comme on veut, dans l'ordre qu'on veut. Ils tournent tous en boucle simultanément. Donc là, il y avait 6 écrans, donc pour voir les 6 épisodes et déambuler librement dans l'espace d'exposition. Tout à fait. Mais Brown, c'est plus une série faite pour... au début, c'était commissionné par un festival qui passait en ligne, le Stylische Herbst. Donc, du coup, ça devenait une sorte de... Ils ont voulu faire comme un Netflix, justement. Et on a sorti un épisode par semaine. Et maintenant, ça me rend triste de le voir en simultané, par exemple. Ça me semble pas cohérent parce qu'il y a une progression. Oui, il y a un fil narratif, clairement. Il y a un fil narratif. Donc, si on les voit dans le désordre... Voilà, mais Contrôle, comme c'est des tests indépendantes, on peut mettre en même temps. Ok. Donc, il y a quand même cette idée, de créer du désir, de créer aussi de la frustration. C'est important, quoi, de penser ça dans le champ de l'exposition. C'est clair. Et... j'aimerais bien justement qu'on parle de tes expositions, parce qu'on parle beaucoup des films, mais il y a énormément d'objets, il y a énormément il y a des images aussi, il y a du dessin. Bah oui, justement, parlant de la frustration, moi je voulais éviter que les personnes qui allaient venir voir l'expo se sentent trop frustrées dans un espace trop aride. Vide. Parce que c'est vrai qu'en expo, on passe pas un film de la même manière qu'au cinéma. Le cinéma, il est fait aussi pour que tu as un grand écran, que tu puisses te détendre, que tu vois... c'est une expérience qui se passe dans le temps, d'un point A à un point B. Tu rentres et tu sors. Immobile aussi. Immobile. Ça, c'est tout autre chose. Et bon, je me disais que c'était bien de profiter que c'est autre chose.
aussi pour que des éléments du film ou du contexte puissent sortir aussi à l'extérieur. Et ouais. Non, j'ai pris celle-là parce qu'elle est assez spectaculaire dans le jeu des lumières. C'est vrai, là, il y avait moins d'objets, donc on a dû faire quelque chose avec les lumières. Là, tu disais... Ça, c'est à Piedras, donc c'est la galerie. Pour inviter les gens à s'asseoir. De Buenos Aires. Voilà, ça, on pouvait s'asseoir sur des balles médicinales de la productivité. Vous savez, comme quoi c'est bien de s'asseoir là-dessus pour être moins violemment assis sur une chaise, c'est pour produire mieux. Et pour bien regarder les films avec attention. Bah, on essaye, quoi, je sais pas. Ils sont pop, ceux-là. Donc ouais, ils sont très beaux. Un peu yoga. Est-ce que quand tu conçois tes expositions, tu réfléchis à la question de la présence des corps des spectateurs? Parce que c'est vrai qu'il y a tous les corps des sculptures, il y a l'image, mais tu parles beaucoup du corps et de la question politique du corps. Et voilà, quel est ton rapport justement aux spectateurs qui déambulent? Comment tu les... J'essaye de négocier un espace pour le spectateur aussi. Et que l'île soit confortable, surélevé. Dans le gouvernement, là aussi, il passait sur une sorte de passerelle qui pouvait aussi à la fois officier comme un banc et en même temps comme un truc dans lequel c'est vautré un peu entre deux coussins. Et que tu puisses t'asseoir, te coucher, t'allonger. Enfin, c'est important pour moi. Et j'essaye un peu de donner... Par exemple, dans l'expo chez Anne Barrault, qui on a surélevé un peu le sol. Oui, je peux revenir en arrière peut-être. J'ai mis des images au début. Désolée pour le... Hop. Ouais, voilà. Celle-ci et celle-ci. Ouais, ça faisait une sorte de scène pour moi dans laquelle un spectateur pouvait aussi se projeter performativement. Enfin, c'était un peu le but. On peut toucher les objets, non? Si? Oui. Ah oui. Mais personne ne les touchait, en fait. Ouais. Donc, c'était pas... Ouais. On pouvait s'asseoir, en tout cas, sur les bancs qui ne se voient pas, mais il y avait des... Eux, on pouvait moins les toucher, non, franchement, pas trop. Mais bon... Donc le spectateur, il peut être accueilli, disons, de manière bienveillante, mais ça peut être des rapports à son corps qui sont pas forcément de cet ordre-là. C'est pas juste qu'il soit confortable pour regarder les films. C'est vraiment l'idée d'une expérience physique, de déambulation, qu'elle soit agréable ou ou désagréable. Non, j'essaye, mais après c'est vrai que c'est toujours difficile dans n'importe quel contexte d'exposition de voir des vidéos et des films. Parce que même quand il n'y a qu'un bon, c'est bon, on n'a pas de dossier. Il faut mettre le dos quelque part. Oui, je suis d'accord. Là, par exemple, c'est n'importe quoi. Comme sur cette image. Dans Brown, justement, tu as opté pour un décor qui est vraiment ultra bricolé. Même les effets spéciaux, ils sont très simples et un peu presque parodiques. Enfin, il y a ce côté un peu humoriste. J'aime bien, j'adore cette image. Ah oui. C'est aussi vrai de Persona, mais c'est aussi vrai de ton travail sculptural. Enfin, il y a vraiment toujours cette dimension du lien à l'amateurisme. D'ailleurs, tu dis que tu travailles aussi avec des acteurs amateurs. Oui. Et je voulais un peu te questionner sur ça. C'est-à-dire, quel est comment dire, est-ce que c'est pragmatique, c'est-à-dire on fait comme on peut avec ce qu'on a sous la main, ou est-ce qu'il y a une dimension idéologique, ou les deux, C'est les deux. C'est les deux. C'est le 1, carrément. Et c'est les deux aussi parce que moi, je suis pas très intéressée par... Je suis intéressée par la science, mais je suis pas intéressée par mettre autant d'argent dans un truc qui est de la fiction, quoi, qui c'est de l'art. Et je crois que dans l'imagination... Je crois que bien fait, pas fait, mal fait, tout ça, ça marche. Ça marche quand même toujours. Enfin, je suis quand même fan de ce principe d'équivalence. Et pour moi, c'est pas une blague, quoi. Du coup, et c'est aussi pour des raisons économiques et aussi pour des raisons que c'est, pour moi, personnellement, c'est pas intéressant de faire un truc parfait, enfin d'essayer que ça soit super. Je suis vraiment intéressée aussi par le côté artisanal des choses. Et des choses qu'on peut faire, voilà. Non, là,
Ça, je trouve que c'est un bon exemple. Ouais, par exemple, le corps d'Ariella, là, donc la personne qui n'est pas moi, c'est une photo d'un pain d'épices. Et tout dans Persona, c'est comme ça. C'est des photos et des objets qui étaient à 1 mètre de distance. Donc, c'est un peu l'idée de pouvoir, sauf le décor qui est le musée dans lequel le film devait se passer. Je crois que pour moi, c'est important d'utiliser ce qu'il y a à disposition aussi. Mais bon, je sais pas si... D'ailleurs, même dans The New Inflation, il y a cette dimension-là parce que finalement, l'espace est totalement vide et en fait, avec ce qui s'y passe, on imagine, je sais pas, il devient autre chose, quoi. C'est clairement un peu comme au théâtre, quoi. Il y a vraiment cette dimension-là qui fonctionne très bien. Ouais, The New Inflation, c'est spéculatif parce qu'il y a rien et en plus, il a coûté cher. Parce que le hangar était très grand. Ouais. Mais l'idée d'acquérir des nouvelles techniques, c'est pas du tout je te pose la question parce que malgré tout, j'ai fait cette expérience de regarder tes tout premiers films et il y a un énorme saut. Alors, c'est pas un saut qualitatif, mais tu n'emploies pas du tout les mêmes techniques. Donc, on sent que tu as aussi. Les premiers films, d'ailleurs, il y avait celui-ci qui est vraiment en DV. Ah, il y a lui? Ouais. Ah. Il est beau celui-là. Ouais, parce que j'avais. Ouais. Là, on est loin des bricolages 3D. Non, mais parce que là, par exemple, je venais de sortir de l'école, j'avais juste une caméra DV. Il y a aussi les ressources qu'on a à côté. And then look at yourself again. And think of you as living dead. Minimalism as a double life, my dear friend. Just as Clark Kent or any of us. Minimal sculpture. Tu parlais des thèses tout à l'heure, là c'est une thèse sur le baroque et le minimalisme. C'est le premier. Baroque, but nobody knows it. Minimal secret sculpture is that minimal never existed. They have always been Baroque. They were the Baroque resistance. They were standing here quietly. But something was going on inside. Je trouve qu'en tout cas, on voit en termes d'image, ça a beaucoup changé, quoi. Oui, c'est vrai. Mais bon, après, parce que quelqu'un m'a fait confiance, donc du coup, il y a eu des financements, du coup, ça a un peu amélioré les choses. C'est parce que j'ai aussi essayé d'intégrer des nouvelles techniques. Comme un persona, c'est la première fois que je faisais un peu de la 2D, par exemple. Donc et la 3D, c'est Ariella qui l'a fait. D'accord. Donc, on a combiné. Et justement, sur des questions de financement, je me demandais, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu finances tes films ? Enfin, c'est quoi le modèle économique qui tient pour l'instant ? En attendant que tu réalises un blockbuster pour Hollywood. Et le modèle économique qui tient pour l'instant, c'est des bourses et des financements, certains privés ou certains publics, donc des bourses de l'État, comme peut être, par exemple, Ricard a financé une partie de The New Inflation. Mm-hmm. Et ça, c'est grâce, c'est aussi grâce à eux. Et Faces Foundation aussi, donc ça, c'est un truc de l'Institut français, il me semble. Et quoi d'autre ? La Fondation des artistes. Donc, en fait, Brown, le premier, c'est les Stylish Herbs qui l'a commandé, donc ils l'ont financé. Ils demandent combien je voulais. J'ai dit 8 000, et comme ça, ils l'ont financé. Et l'idée, en fait, c'est que... Alors, comment ça fonctionne ? Et on fait un dossier, je fais un dossier, je demande de l'argent. Par exemple, pour Brown, Yellow, White and Dead, la saison 2, on a fait un dossier à la Fondation des artistes qui l'a financé. Donc, en fait, tu les finances et après, une fois qu'ils sont financés, tu peux les vendre. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas... Oui, et après, il y a des films qui ont été faits sans argent. Persona, il y avait 400 €. Oui, ça, tu me dis. Voilà.
Donc, mais j'essaye de me dire que c'est aussi important et que du coup j'ai mis un peu plus de moi. Mais l'idée, c'est que si on arrive à vendre un film aussi, c'est qu'il reste un excédent pour faire de nouveaux films. Et non, bah oui, ça répond bien à la question. Est-ce que ça c'est... Oui. Non, oui, c'était ma question. C'était vraiment parce que voilà, t'es pas dans un système où la diffusion te ramène de l'argent. C'est un autre. C'est pas le système du cinéma, c'est pas le système des courts métrages. C'est vraiment l'art contemporain et production et ensuite vente, quoi. Oui. Même si il y a des longs métrages et qu'il y a des formats. Ouais. Donc t'as pas du tout, par exemple, travaillé avec le monde du cinéma. Enfin, on en a parlé l'autre jour, mais voilà, l'idée de financer. Je voudrais, mais c'est vrai que j'ai rien fait pour. Enfin, j'ai pas présenté au CNC, par exemple. Voilà, aucun film. Je me dis avec le feed, en fait, c'est comme le feed, on est déjà un peu du côté festival, etc. Le feed, c'était un miracle. Mais... un miracle. J'étais super contente. Et aussi, une fois, on a montré The New Inflation à l'Archipel. Et ça, c'était vraiment génial pour moi. Donc c'est parce quand même. On s'est passé dans un cinéma, mais c'est vrai que enfin, que le financement et le système et leur médias des moyens de production et de diffusion, c'est dans l'art. Oui. Alors je me demandais si tu pouvais peut-être pour conclure, parce qu'on arrive, je pense, quasiment à la fin de notre échange, nous dire 19h59, waouh. Nous dire peut-être quelques mots sur ton exposition, parce que tu prépares une grosse exposition au FRAC Bretagne. Bah oui, et c'est au printemps prochain ou février prochain. Le 2 février, ça. Février. À hiver prochain. Hiver prochain. L'hiver en cours. Ouais, l'hiver en cours. Et ça sera donc une présentation de la saison 1 et 2 de Brown, Yellow, White and Dead. Et Brown, Yellow, White and Dead. Et l'idée, c'est de mettre les films de manière un peu itinérante, donc de pouvoir passer d'un film à l'autre dans l'espace, mais quand même en progression linéaire, donc saison 1 et puis saison 2. Et dans l'espace, créer une série de sculptures, et qui sont des vêtements surdimensionnés qui gonflent avec des sèche-cheveux et des céramiques incrustées dans des matelas. Ok. En tout cas, voilà, ce sera vraiment sur ces les 2 saisons de Brown, Yellow, White and Dead. Oui. Ben, on a hâte de voir ça. Moi, t'as du travail en attendant, mais j'ai hâte de voir ça. Ben, merci beaucoup, Liv. Peut-être je laisse la parole au public si quelqu'un a des questions plus spécifiques. Oui. J'ai une question, c'est pour toutes les sculptures, s'ils sont considérés comme des œuvres d'art ou comme de la scénographie et que s'ils peuvent fonctionner indépendamment ou il faut toujours que ça accompagne les films. C'est vraiment une bonne question pour laquelle je n'ai pas encore de réponse. Je suis désolée, parce que je ne sais pas. Je voudrais que ça soit indépendant, mais aussi je le fais en fonction d'un contexte souvent. Donc, c'est un peu les deux. Et en même temps, ça me rassure que ça soit de la scénographie. Parce que je me dis que bon, que c'est pas grave, qu'il ne faut pas que ça soit une œuvre d'art. Bon, bah alors on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi.